Et cette fois en compagnie de Ray Lalonde pour la chronique Sport Business. Bonsoir Ray. Bonsoir Mario. Alors, plusieurs sujets, permets-moi. Et on va parler de paris, on va décortiquer le dossier des paris, mais quelques brèves en commençant, parce que c'est une décision sportive, mais qui a des répercussions à faire business. Les Raptors de Toronto sont un peu dans l'eau chaude, se font brasser par beaucoup de partisans sur les médias sociaux pour avoir congédié Dwayne Casey, l'entraîneur qui risque d'être nommé entraîneur de l'année. Imagine à Montréal, il l'a été, excuse-moi, j'ai levé la tête, qui a été nommé entraîneur de l'année. Et mets-toi dans une situation semblable avec une de nos équipes. On trouverait que notre équipe paraît mal d'avoir congédié un gars qui est le coach de l'année. Est-ce que c'est une bonne décision? Sur le plan affaires et l'avenir des Raptors, le président devait prendre cette décision-là. Donc, c'est une bonne décision. Sur le plan performance, ils ont eu 59 victoires, deuxième meilleure fiche de la Ligue derrière les Rockets de Houston. Ils ont eu leur meilleure fiche à vie. Il a terminé au premier rang dans l'Est. Ils sont en constante progression depuis 7 ans. On n'a rien à reprocher à Dwayne Casey. Alors, pourquoi une bonne décision? Parce que à un moment donné, il n'a pas réussi à emmener ses joueurs à un autre niveau meilleur pour les faire performer justement contre les LeBron James. Et à quelque part, l'équipe doit se regarder en se disant, ben là, soit que notre fenêtre va se fermer devant nous, Mario, ou il faut on va continuer de gravir les marches. Donc, il fallait qu'il tire sur la gâchette et qu'il prenne cette décision-là. Casey va se trouver un emploi d'ici quelques mois. Son avenir dans la NBA est en excellente condition. Décision courageuse, mais je pense qu'il savait qu'il ne le plaçait pas dans une situation où il allait pas retravailler dans la NBA. C'était pas l'homme de Ujiri non plus. Là. Quand Ujiri est arrivé en 2013 ou 2014, Casey était déjà là comme entraîneur. Donc. Une autre brève, sans savoir ce que ça va donner comme résultat, est-ce que c'est une décision courageuse de laisser partir Lou Lamoriello et de confier la direction générale à Toronto à Kyle Dubas, un jeune homme de 32 ans? Excellente décision. Je suis obligé de dire, j'ai beaucoup de respect pour Lou Lamoriello, je le connais personnellement, mais Lou Lamoriello fait partie de l'ancienne garde, des gars qui permettaient même pas à ses joueurs de faire de la promotion pour l'équipe, du marketing pour l'équipe, très peu de présence et d'apparition médiatique. Là, on est rendu en 2018, Mario. Dubas, c'est un expert spécialiste des données analytiques. Il a eu du succès partout où il est passé, malgré un très jeune âge, avec d'énormes responsabilités. Les Leafs sont sur la voie du succès. Chaque décision qu'ils prennent depuis des années est vraiment positive et favorable. Il reste que, tu admettras qu'il n'y a pas de garantie de résultat non plus. Là, c'est tout beau, c'est tout neuf, c'est tendance, mais on s'en reparlera d'une couple d'années. Absolument, puis il faut quand même admettre que c'est des choix de Shanahan et de Lamoriello aussi qui ont fait en sorte qu'ils ont Nylander, Marner et Austin Matthews. Mais une chose qui est claire, je me rappelle de la décision des Red Sox d'embaucher Theo Epstein comme directeur gérant. À l'époque, à peu près 28 ans. Il a livré 2 séries mondiales avec les Red Sox. Il est parti avec les Cubs, il en a livré un autre là-bas. Il a réglé le problème des léthargies des deux franchises les plus anciennes de l'histoire et il les a emmenés en champion. Alors, je suis obligé d'admettre que ce sont de bonnes décisions. Ça prend du courage. On n'a pas de garantie. Mais il faut le bon cheval aussi pour la prendre, cette décision-là. Absolument. Epstein, fait juste me rappeler, c'était quoi, lui, sa carte de visite? Qu'est-ce qui l'a amené à être sur les rangs? C'était-tu un gars de stats avancés? Oui. C'était-tu un gars c'est un gars qui était un étudiant du baseball, de la statistique, de l'historique, un étudiant un peu de tout ce qui était les nouvelles tendances dans l'évaluation des joueurs. Et ceci lui a conduit à des championnats avec les Red Sox. À un moment donné où ils avaient 86 ans sans succès, là, il les a transformés d'un coup. Les Red Sox sont redevenus aujourd'hui, grâce à lui, les champions. NFL, tu nous y avais préparé. On savait que ça s'en venait de toute façon. Les Panthers de la Caroline, bel et bien vendus pour une fortune. Alors, un commentaire sur la conclusion de... Ben, je t'encourageais d'abord parce que Jerry Richardson avait été... il n'a pas été reconnu coupable, mais il avait agi de façon indécente envers des employés avec les Panthers. Il a été forcé de vendre son équipe. La NFL des femmes, hein, des employés féminines. Oui. Okay. La NFL a réagi rapidement, Mario, en le forçant à sortir de la fraternité des propriétaires. David Tepper, le nouveau propriétaire, sera approuvé la semaine prochaine à Atlanta. C'est un homme qui a une fortune de 11,5 milliards de dollars US. Il paye l'équipe 2,2 milliards de dollars. La franchise la plus chère auparavant, c'était les Bills de Buffalo à 1,4 milliard. Alors, une énorme croissance. Ça fait quand même quelques années. Et les Panthers de la Colline, là, c'est pas les Cowboys de Dallas. Tu comprends-tu? C'est pas les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. C'est une équipe correcte. Mais là, on a atteint un chiffre record dans la valeur d'une équipe. Ça pousse toutes les franchises vers le haut. Dis-moi combien tu paierais pour ce que je vais te raconter là, la valeur de ça. Comme quoi, des fois, ça n'a pas de prix parce que tu peux même pas le planifier ou l'acheter. Bryce Harper, un des joueurs étoiles du baseball majeur avec les Nationals de Washington, est natif de où? Du Nevada, de Las Vegas. Eh bien, il avoue être il est tombé en amour avec le hockey.
Il dit, je ne suis jamais nerveux pendant un match de baseball. Il dit là, c'est rendu parce que il y a des dates où il est pas dans sa saison de baseball, il peut assister à des matchs sur place ou de son divan. Il espère que le match de ce soir, où ça finira pas trop tard, pas de ce soir, mais hier, il espère de pogner. Mais il dit, là, je suis en boule sur le divan, je suis nerveux. I'll sit on the couch with my wife going nuts. It's unreal. Ce sont les propos de Bryce Harper. Gary Bettman lit ça, ou la Ligue nationale, tu sais, quand tu vois le développement puis le potentiel du hockey, ça vaut combien, ça? Mario, on peut pas sous-estimer les commentaires de gars comme Bryce Harper et de d'autres célébrités sportives, célébrités artistiques et culturelles qui sont passionnés par le hockey des séries éliminatoires. Reese Witherspoon avec Nashville qui a offert à Vegas d'aller chanter là-bas, t'imagines? Mario, honnêtement, là, le hockey de la saison régulière, c'est un peu comme le baseball aussi de la saison régulière. C'est un peu moche, un peu long, mais en série, oh boy que ça devient intéressant et passionnant pour tous les fans de sport. La plupart des journalistes de ESPN que j'écoute et je regarde à chaque jour répètent la même chose. Dans les séries de hockey, c'est incroyable la comparaison. C'est aussi populaire, fanatique. La frénésie est aussi forte que dans la NFL ou la NBA en série. Donc, même les non-convertis de hockey adorent le hockey des séries. Et les équipes comme Vegas, qui nous emmènent à des chemins là, jamais traversés, nous rendent cette émotion-là parce qu'ils performent à un niveau incroyable. Il est trop tôt pour en faire l'analyse complète, mais ce que Vegas a réussi à créer dans leur marché, mais je pense, là, dans 5-6 ans, on en reparlera, c'est devenu peut-être pour des marchés qui sont orphelins d'équipes, c'est l'équipe d'un peu tout le monde. C'est une équipe pionnière, charnière. En anglais, Trailblazer. Ils sont en train d'ouvrir la voie à l'espoir pour des petits marchés, des marchés non convertis, des marchés non traditionnels, des marchés d'expansion, que tu peux maintenant y arriver assez rapidement avec une bonne gestion, une bonne direction, des joueurs de référence comme Marc-André Fleury. Honnêtement, là, Marc-André Fleury, 3 avec les Pingouins, 3, dont une dans le filet, 2 comme second à Matt Murray. Je pense que lui, là, son leg sera plus grand à Vegas qu'il a été à Pittsburgh. Et ça fait juste une année qu'il est à Vegas parce qu'il a réussi à transformer la région du Nevada et la région chaude, soleillée des États-Unis en fan de hockey. C'est tellement bon ce que tu dis là, au point où je me disais ça, il n'y a pas personne qui l'a dit, mais tu sais, tout le monde avait un peu, comment dirais-je, j'avais de la peine pour Marc-André quand il a quitté Vegas, et pour cause. Et tous ses coéquipiers et amis proches là, qui l'ont vu partir avec une larme à l'œil, dont Sidney Crosby et compagnie, doivent le regarder aujourd'hui puis presque avoir envie d'aller jouer avec. Mais je suis sûr qu'ils sont tous supporters de Marc-André Fleury, qui veulent tous qu'il gagne, à créer un miracle à Las Vegas. Marc-André Fleury, c'est un gentilhomme, un pur professionnel, toujours gentil, généreux. On voit des images de Fleury, on l'a toutes vues au cours de sa carrière, Mario, mais encore plus cette année, c'est le porte-drapeau du hockey à Las Vegas. Il le sera toujours parce que il a été le premier. Alors, bravo à Marc-André Fleury. Et tous les analystes de tout le monde du hockey lui font des compliments que je n'ai jamais entendus auparavant à son sujet, même s'il a été bon et a gagné la Coupe Stanley. Là, c'est comme la consécration. Ouais. Ray, si tu me permets, j'ai promis aux gens qu'on allait décortiquer le dossier du Paris sportif. On va faire une courte pause et on revient, puis on s'attaque à ça dans un instant. Avec plaisir. Nous voici pour la suite de la chronique Sport Business avec Ray Lalonde. Ray, le pari sportif. Est-ce que tu vas trouver ça farfelu si je te sers l'analogie suivante? Est-ce que le dossier de la légalisation du pari sportif ressemble ou pourrait emprunter les mêmes chemins que la légalisation de la marijuana aux États-Unis comme au Canada? Mario, c'est une comparaison très juste. Ça va être graduel, État par État ou quelques États à la fois. Ça fait quand même un certain temps que ça a eu lieu aux États-Unis, l'aspect de la marijuana. Et puis là, graduellement, ça fait son petit chemin à travers le pays et même au Canada prochainement. Bon. Cette décision-là d'hier, à mon avis, moi, je la qualifie d'historique. De plusieurs façons. Premièrement, la loi qui existait auparavant, qui s'appelait le Professional Amateur Sports Protection Act, ça existait depuis 1992. Le but était de protéger l'intégrité du sport. Sport d'équipe, sport individuel, mais l'intégrité pour éviter que les athlètes ou les équipes se laissent prendre dans un jeu avec des paris illicites, illégaux et affectent le résultat d'un match. C'est pour ça qu'on parle de légalisation, puis je fais la comparaison, parce que bon, le cannabis était là avant qu'on légalise, exact. Le pari sportif est là, et c'est gigantesque et illégal. Illégal à un point valant 150 milliards de dollars en 2017 en Amérique du Nord. 150 milliards de dollars illégaux. Illégal.
Alors, finalement, là, tu me jettes c'est en bas de ma chaise. 98% des paris étaient illégaux, Mario. Les maisons de booking qu'on appelle les sportsbooks aux États-Unis, à Las Vegas, l'an dernier, des profits de 250 millions de dollars. Tu vas me dire, c'est une grosse somme, 250 millions de dollars, mais il y a plusieurs sportsbooks, mais c'est le pari légal. Ailleurs qu'à Las Vegas, tu ne pouvais pas parier légalement sur le sport, sauf dans 3 autres États, le Montana, le Delaware et l'Oregon. Et là, c'était des paris combinés. On appelle ça des parlays, c'est-à-dire 2 matchs à la fois. Il y avait toujours des clauses pour protéger l'intégrité, justement, pour éviter que ça soit sur les dos d'un seul joueur qui pouvait affecter le résultat. Là, Mario, on parle quand même là, de quelque chose qui est très graduel. Le New Jersey va être le prochain État, via Atlantic City ou via dans les hippodromes. Ensuite, il y en a 4 autres qui attendent derrière. C'est la Pennsylvanie, le Connecticut, le Mississippi et la West Virginia. Ce ne sera pas une décision qui arrive de la Maison-Blanche qui va faire en sorte qu'on va décréter que tout partout aux États-Unis, c'est maintenant permis. C'est permis avec le gouvernement fédéral. Et là, les gouvernements d'État doivent établir les lois. C'est permis. C'est permis fédéral pour la Cour suprême pour que les États indépendants l'un de l'autre mettent en place leur propre législation. Je comprends. Mais ça prend du temps. Alors, avant qu'on en ait 50 États, au moins 4-5 ans. Moi, je pense que ça va être probablement 8 à 10 d'ici la fin de cette année, 15 à 20 en 2019, puis le reste qui va suivre. Donc, c'est graduel. Tu nous as beaucoup parlé des démarches d'Adam Silver, qui a été, si on regarde du côté des circuits professionnels, c'est lui qui, je sais pas si on peut dire, qui a été le défricheur de ce dossier-là. Lui est favorable à ça. Est-ce que les ligues professionnelles y voient tous un gain clair? C'est une bonne question, Mario. C'est Rob Manfred et Adam Silver qui ont été les 2 pionniers, les 2 porte-drapeaux pour la cause. Ils ont défendu leurs intérêts avec le Congrès américain, avec les faiseurs de loi, si on veut. Et Adam Silver, en 2014, a écrit un op-ed, c'est-à-dire un édito dans le New York Times sur le dossier de la légalisation. Pourquoi? Parce que, selon lui, pourquoi laisser le pari sportif demeurer illégal si, avec les bons paramètres, les bonnes mesures de sécurité, la surveillance, la supervision, des lois pour protéger les consommateurs, pourquoi pas le légaliser, faire en sorte que ce soit ouvert? Puisque tout le monde gage d'une façon ou d'une autre sur un résultat sportif. Alors, Adam Silver a été avant-gardiste à ce niveau-là et c'est lui qui a emmené cette cause aussi loin que là. Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où lui et Manfred et suivra Gary Bettman et Roger Goodell vont demander 1% de remise sur la totalité des paris qui va revenir aux ligues. Mario, 1%, c'est énormément d'argent. À mon avis, la valeur des franchises sportives d'aujourd'hui va être en croissance immédiate entre hier et aujourd'hui de 30 à 50% immédiatement. Immédiatement, la valeur d'une équipe. Et ceux qui ont vendu il y a quelques semaines, ou la valeur des Panthers aujourd'hui à 2,2 milliards, parce que le deal a sûrement été fait il y a quelques jours. Ça va faire augmenter la valeur des franchises. Absolument. Pourquoi? Parce que tout l'argent qu'ils vont recevoir des États et du fédéral au niveau du pari sportif va augmenter le revenu de chaque équipe, la rendant peut-être 2 fois le prix. Il ne reste pas tout à fait 2 minutes. Est-ce que Vegas, comme ville de Paris, va être perdant? Ben moi, je pense que non, pas nécessairement. Dans 10-15 ans? Ça demeure une attraction, une destination pour les gens. Effectivement, les gens ont plus besoin d'aller à Vegas pour miser sur le sport. Ça, c'est vrai. Quand ça sera effectif. Effectivement. Mais parmi les gagnants, les parieurs. Parce que là, tout ce qui va être parié, ça va se faire légalement et ils n'auront jamais besoin de se battre pour avoir l'argent qu'ils ont gagné. 1. Les équipes et les ligues. 2. Les États américains. Parce qu'oublie pas, si les ligues obtiennent 1%, tu peux-tu t'imaginer ce que les États américains vont obtenir? Ça, c'est comme 3. taxe gratuite. Ouais. 4, c'est-tu les scandales potentiels? Il va y en avoir. Ben, remarque, il y en va a déjà du mais pari il y en a avec déjà. des paris illégaux. Fait que, exactement. Il va-t-il y en avoir plus? Des Pete Rose et des situations comme ça. Je pense pas qu'il va en avoir plus. Est-ce qu'on va regarder Pete Rose moins sévèrement? Absolument. Absolument. Puis je pense que les équipes et les ligues vont prendre des moyens parce qu'ils vont rencontrer chacune des équipes, chacune des ligues pour leur dire qu'eux n'ont pas le droit de miser, évidemment, sur leurs propres produits. Mm-hmm. Mais si Bryce Harper décide de miser justement sur les Golden Knights, il va pouvoir le faire légalement à partir de l'an prochain, probablement. Ça serait drôle, une finale Vegas-Washington. Bryce Harper se retrouverait un peu sous les réflecteurs. Il serait obligé de miser sur les 2 équipes. Et pour être cohérent avec la discussion que nous venons d'avoir, Ray, sur qui tu mets ton argent ce soir? Washington, Tampa Bay. J'aimerais bien que le Lightning gagne pour en faire une série. Particulièrement impressionné par les Capitals jusqu'à maintenant, mais il va falloir que Vasilevski joue beaucoup mieux si le Lightning va remonter dans cette série. Mais là, tu peux pas gager juste à la victoire Washington, Tampa Bay. Les lois ne le permettent
Pas encore. Toi et moi, on pourrait le faire Regarde sur le score. Ah, illégalement. Toi et moi, On Mario. peut régler ça entre nous En autres, Ray. studio ici. Merci beaucoup, Ray. Salut, Et Mario. bonne soirée. On revient dans un instant en compagnie de Jérémy Filosa et on va parler de golf également, le Circuit Canada Pro Tour.